a des lieux qui n'ont pas besoin d'être décrits pour être reconnus. Une simple ligne suffit, une courbe, une tour, un toit pointu contre un ciel rosé, un contour doré par le soleil du matin, et soudain, tout le monde le sait. Un château Disney n'est pas un bâtiment. C'est un symbole, un battement de cœur, une promesse, la promesse qu'au-delà de ses portes, le monde réel s'efface pour laisser place à celui que l'on croyait perdu en grandissant, celui où les contes prennent vie, où les rêves se dressent en architecture, où l'impossible existe déjà. Quand vous entrez dans un parc Disney, le premier regard que vous levez, c'est pour lui. La lumière caresse les murs de pierre ou de béton sculptés, les drapeaux se soulèvent doucement sous la brise et derrière la silhouette se cache tout un royaume qui n'attend que vous. C'est là que commence le voyage. Avant même une attraction, un spectacle, une parade ou une rencontre, il y a cette vision. Un château immobile fièrement planté au cœur du parc comme un phare. Un repère, un totem, Walt Disney l'avait compris dès le début. Pour qu'un parc soit un monde, il lui fallait un cœur. Et ce cœur devait être un château. Walt disait « Disneyland doit être l'endroit le plus joyeux au monde. Un château en sera le cœur. » Ce n'est pas une phrase, c'est une vision, un manifeste, une architecture mythique devenue architecture concrète. Car le château Disney n'est pas une copie d'un château européen. Il n'est pas non plus une reproduction littérale d'un conte, il est un mélange, une synthèse, une rêverie bâtie en 3 dimensions, une architecture émotionnelle. Chaque château raconte une histoire différente. Celui de Californie, modeste et pastel, parle d'innocence. Celui de Floride et son jumeau japonais parle de grandeur et de loyauté. Celui de Paris, chef-d'œuvre absolu, parle d'art, de poésie, de magie médiévale. Celui de Shanghai parle de diversité, d'inclusion et de l'universalité des contes. Celui de Hong Kong, renaissant sous le nom de Castle of Magical Dream, parle de transformation et d'hommage aux héroïnes Disney. Tous différents, tous merveilleux, tous un seul message. Vous entrez dans un royaume où l'imagination est la règle. Dans cet épisode, nous allons nous arrêter devant chacun d'entre eux, les observer, les toucher, les lire comme des livres de pierre. Nous explorerons leurs influences européennes, leurs détails architecturaux, leurs illusions de perspective, leurs innovations, leurs symboles, leurs ambiances. Nous verrons comment un château peut naître d'une aquarelle, d'un souvenir de Bavière, d'un vitrail français du XVe siècle, d'une silhouette anglaise ou d'un rêve personnel de Walt. Nous entrerons dans leurs grottes secrètes, leurs escaliers cachés, leurs salles intérieures, leurs dragons endormis ou éveillés. Et surtout, nous comprendrons comment ces châteaux, au-delà d'être de magnifiques constructions, sont devenus des narrateurs. Car un château Disney ne se contente pas d'être beau, il raconte quelque chose aux visiteurs. Ici, tout va bien se passer. Ici, tu peux rêver. Ici, la magie existe. Voici le programme Actu Magique pour prendre la température de l'actualité Disney avant de lever les yeux vers les tours. Le coin histoire pour voyager aux origines du mythe du château dans les contes, dans l'Europe médiévale, dans les premières inspirations de Walt. Backstage où nous verrons comment on bâtit une icône, matériaux, illusions, couleurs, technologies et contraintes. Puis le grand dossier immense, détaillé, un tour du monde des châteaux Disney, de Californie à Paris, du Japon à Shanghai en passant par Hong Kong. Enfin, une conclusion pour comprendre pourquoi, depuis près de 70 ans, ces châteaux continuent de nous émouvoir à chaque fois que nous posons les yeux sur eux. Alors approchez, écoutez le vent souffler dans les drapeaux, les carillons discrets résonner dans les tourelles, la musique féerique monter depuis la place centrale. Le soleil se lève sur un royaume, les portes d'un conte s'ouvrent. Bienvenue dans Sparkverse, bienvenue au cœur du château. Et avant de plonger dans ces châteaux qui façonnent l'imaginaire depuis des générations, prenons un instant pour regarder ce qu'il se passe aujourd'hui, là, maintenant, dans les parcs Disney, parce que parfois l'actualité n'est pas juste une succession de nouveautés, c'est déjà le futur qui s'écrit sous nos yeux. Depuis le 29 mars, un basculement silencieux mais historique a eu lieu. Le parc Walt Disney Studios n'existe plus, laissant place à Disney Adventure World, un nom qui n'est pas juste cosmétique, mais presque une promesse d'évasion, d'immersion, d'ambition aussi. Et au cœur de cette transformation, il y a World of Frozen, un monde où Arendelle ne se contente plus d'être une histoire racontée à l'écran, mais devient un lieu tangible, un espace que l'on traverse, que l'on ressent presque, que l'on habite. Ce changement marque une nouvelle étape pour tout Disneyland Paris, celle d'un parc qui ne suit plus, mais qui commence à affirmer sa propre identité narrative.
Et cet été, ce sont les princesses Disney qui vont prendre la parole, ou plutôt reprendre la route. Avec la cavalcade des princesses Disney, le parc propose bien plus qu'un simple défilé. 4 chars, 4 visions, mais une même idée, celle du courage et de la détermination. Sur le char de Vaiana, ce n'est pas seulement l'image d'une héroïne que l'on aperçoit, c'est un héritage, un lien profond avec son île de Motonui, avec ses origines. Son histoire devient presque universelle. Se perdre pour mieux se retrouver, avancer pour mieux honorer ce que l'on est. Et dans cette cavalcade, chaque princesse suit son propre chemin, mais tout avance dans la même direction, celle des rêves que l'on décide de ne jamais abandonner. Rendez-vous au mois de juin au parc Disney Adventure World. Dans un coin plus discret du parc, une autre transformation se prépare, plus subtile mais tout aussi vivante. Au Gazebo Garden, les rencontres continuent d'évoluer au rythme des saisons comme un décor qui respire. Dès cet été, Mary Poppins et son Pearly Band viendront remplacer Réponse et Flynn, apportant avec eux cette élégance britannique et cette magie presque intemporelle. Puis à l'automne, l'ambiance changera encore, laissant place à Miguel et ses mariachis, transformant l'espace en une célébration vibrante, colorée, presque familiale, et c'est peut-être ça la vraie magie. Ces détails qui changent, qui évoluent, qui donnent envie de revenir encore et encore parce que rien n'est jamais exactement pareil. Mais cette transformation ne se vit pas seulement dans les allées du parc, elle s'écrit aussi noir sur blanc avec l'aventure à un nouveau nom, la création de Disney Adventure World. Disney prépare un ouvrage monumental de près de 450 pages qui retracera toute l'évolution du parc depuis son ouverture en 2002 jusqu'à sa renaissance en 2026. Un livre pensé comme une plongée dans les coulisses, rempli de croquis inédits, de photos d'archives et surtout de témoignages d'Imagineers et de cast members qui ont façonné ce projet colossal. Ce n'est pas juste un livre, c'est presque une mémoire, un hommage à tous ceux qui ont transformé un parc en expérience. Disponible exclusivement à Disneyland Paris dès avril 2026, il s'annonce déjà comme un objet précieux pour tous ceux qui veulent comprendre comment naît la magie. Et puis il y a ceux qui refusent de suivre les règles. Depuis le 28 mars et jusqu'au 14 juillet, Deadpool fait son grand retour à Avengers Campus avec encore plus d'énergie et surtout beaucoup plus de danse. Ici, pas de grande narration épique ni de conte classique, mais une interaction directe, imprévisible, presque chaotique, où les visiteurs deviennent eux-mêmes une partie du spectacle. Deadpool ne sauve pas le monde, il juge ton sens du rythme. Et quelque part, ça résume parfaitement l'évolution des parcs Disney aujourd'hui, des expériences de plus en plus vivantes, interactives, où chacun devient acteur de sa propre histoire. Mais derrière ces nouveautés, derrière ces évolutions, une question reste. Pourquoi les châteaux, eux, ne changent jamais vraiment ? Pourquoi reste-t-il encore aujourd'hui le cœur de chaque parc, le point de repère, le symbole ultime ? Parce qu'en réalité, tout a commencé par eux, et c'est justement là que notre histoire commence. Avant les parades, avant les attractions, avant même Walt Disney, le château existait déjà en nous. Sous la forme d'un rêve, d'une image, d'une silhouette universelle. Une haute tour qui transperce le ciel, une promesse de magie au sommet, une porte qui s'ouvre sur un monde meilleur. Le château est un archétype, un symbole enraciné dans l'imaginaire collectif bien avant que Disneyland ne lui donne sa forme la plus célèbre. Pour comprendre pourquoi Walt en a fait le cœur de ses parcs, il faut remonter aux origines, le Moyen-Âge réel, les contes européens, les influences architecturales, les obsessions romantiques, jusqu'aux croquis d'Herb Ryman qui vont changer l'histoire de l'architecture populaire. Avant d'être un décor, avant d'être un logo, un château est un archétype culturel. Pendant des siècles, il a été un refuge, un bastion, un lieu de pouvoir, une prison, une maison royale, un théâtre de guerre, un symbole d'espoir. Il est associé à la protection, l'enfant s'imagine le château comme un lieu où l'on se sent à l'abri. Il est associé à l'évasion, il couronne une colline, surplombe les vallées, il se dresse vers le ciel. Il est associé au merveilleux, les contes de Grimm, Perrault, Andersen en font le cadre des grandes transformations, où les princesses dorment, où les dragons menacent, où les héros triomphent. Psychologiquement, il représente le passage. On quitte le village pour atteindre le château, on quitte le connu pour entrer dans le monde du rêve. Le château est la frontière entre la réalité et le conte. C'est exactement ce que Walt cherchait à traduire. Un lieu où l'on entre pour s'extraire du monde, pour respirer une autre lumière, pour s'immerger dans l'imaginaire. Dans les années 1930 et 1950, Walt Disney découvre l'Europe. C'est un choc, un émerveillement, un appel. Il visite les châteaux allemands, français et suisses. Parmi eux, un lieu va marquer à jamais sa vision. Neuschwanstein, le château romantique du roi Louis II de Bavière.
Neuschwanstein n'est pas un château médiéval, c'est une création du 19e siècle qui imite le Moyen-Âge tout en l'idéalisant. C'est une œuvre romantique, un monde imaginaire devenu pierre. Walt le voit et comprend instantanément. C'est cela qu'il veut. Non pas copier l'histoire, mais reproduire l'effet qu'elle produit dans l'âme. Pas une architecture réaliste, mais une architecture émotionnelle. De ce voyage, il retient aussi la verticalité française, l'élégance gothique anglaise, les couleurs des enlumineurs du Moyen-Âge, les toitures complexes des châteaux du Val-de-Loire, les tourelles inspirées de Pierrefonds. Walt rêve alors d'un parc où un château serait le pivot, le point focal, la maison du rêve. Le château Disney naît dans un carnet de croquis, puis dans l'imaginaire d'Herb Ryman avec une phrase de Walt restée célèbre « Je veux que ce soit le symbole du rêve. Dessine-moi un château ». Herb Ryman dessine en un week-end le premier château Disney dans une petite pièce de studio sous la dictée poétique du Walt. Le château devra être plus petit qu'un vrai château pour ne pas intimider, plus vertical pour attirer le regard, plus pastel pour évoquer la douceur, plus gracieux pour paraître enchanté, plus compact pour ne jamais paraître massif. C'est la naissance du château de la Belle au bois dormant de Disneyland. Des influences européennes, mais recomposées. Pas une copie, pas un pastiche, un rêve. Le château n'est pas seulement construit, il est mis en scène. Il ferme la perspective de Main Street, il crée un axe narratif, il devient le premier Winnie Disney, un repère visuel qui attire les visiteurs naturellement. Walt invente une nouvelle forme d'urbanisme narratif, une ville où le centre n'est pas la mairie mais le conte. Ce château, petit mais iconique, prouve qu'il n'a pas besoin de hauteur pour provoquer l'émotion, il suffit de poésie. Lorsque Walt Disney Pictures adopte le château comme logo en 1985, c'est une révolution silencieuse. Le château devient l'identité visuelle de la marque. Une simple silhouette suffit à évoquer enfance, sécurité, magie, nostalgie, beauté, promesse d'évasion. Ce logo, dérivé du château de Disneyland, deviendra plus tard une version stylisée du château parisien. Le château n'est plus seulement l'entrée d'un parc, il devient l'entrée d'une histoire, une signature émotionnelle avant même que la première image d'un film n'apparaisse. Dans la psyché humaine, le château est un archétype, la maison idéalisée, le refuge ultime, le lieu de transformation, la métaphore de l'âme. Les portes du château marquent le passage vers le merveilleux, les tours évoquent l'aspiration humaine à s'élever, la hauteur exprime la quête, les murs expriment la protection, la lumière exprime la révélation. Disney a compris que construire un château au centre d'un parc, c'est construire une promesse. Ici, tu peux redevenir l'enfant que tu n'as jamais cessé d'être. Chaque château Disney n'est pas adressé au même public. En Californie, l'innocence américaine des années 50, en Floride, la grandeur du rêve américain, la royauté fantasmée. À Tokyo, le respect du modèle original, la recherche d'authenticité. À Paris, la nécessité d'impressionner un public habitué au vrai château, d'où l'approche plus artistique et élégante. Hong Kong, une renaissance symbolique, un château multiple tourné vers les héroïnes. Et enfin Shanghai, un château universel, monumental, incluant toutes les princesses. Le château Disney s'adapte aux cultures sans jamais perdre sa fonction. Devenir le cœur du rêve local. Pourquoi un château est indispensable dans un parc Disney ? Parce que le château n'est pas un décor, c'est un repère mental. Il dit au visiteur où il est, ce qui commence ici, ce qu'il va ressentir. Il permet de structurer le parc autour d'un centre émotionnel, il est visible de loin, il rassure, il attire, il donne du sens, il transforme un parc d'attractions en royaume. Sans château, Disneyland n'est pas Disneyland. Nous savons pourquoi le château est devenu le cœur symbolique des parcs Disney, mais comment transforme-t-on cette idée en architecture réelle ? Comment fait-on tenir un rêve sur des fondations de béton ? Comment sculpte-t-on la pierre, le bois et l'or pour qu'ils racontent une histoire ? Entrons maintenant dans les coulisses, là où les châteaux se construisent, pierre par pierre, étoile par étoile. Bienvenue dans Backstage. Construire un château dans un parc Disney n'a rien à voir avec construire un château dans la vraie vie. Un château réel protège, domine, surveille, encadre. Un château Disney accueille, il inspire, il éblouit, il rassure, il promet. La pierre y est une illusion, le bois un dessin, les vitraux un récit, les proportions une poésie.
Rien n'est laissé au hasard. Chaque tourelle, chaque arche, chaque dalle, chaque nuance de rose ou de bleu est pensée pour provoquer un sentiment précis chez le visiteur. Le château Disney n'est pas seulement un bâtiment, c'est une œuvre d'imagineering totale où l'architecture, l'optique, la scénographie, la psychologie, la couleur et la lumière collaborent pour créer la silhouette la plus iconique du monde. Un château Disney n'est jamais réaliste, il est crédible et cela fait toute la différence. Les Imagineers utilisent ce qu'ils appellent le Heightened Reality, une réalité amplifiée, idéale, débarrassée du trivial, sculptée pour le rêve. Les toits sont plus pointus, les lignes plus courbes, les fenêtres plus étroites, les tours plus élancées. Les couleurs sont pastel, douces, irréelles. Le château n'imite pas un monument européen, il imite le souvenir d'enfance que l'on a d'un monument européen. C'est cela le génie Disney, bâtir non pas le réel, mais le souvenir du réel. Herb Ryman le disait déjà en 1954, nous ne construisons pas des murs, nous construisons des émotions. Tous les châteaux Disney, même les plus gigantesques, utilisent la perspective forcée. Un principe très simple, les étages supérieurs sont construits plus petits que les étages inférieurs. Résultat, le château semble plus haut, plus majestueux, plus élancé. C'est une illusion théâtrale vieille comme l'architecture italienne, mais sublimée par Disney. À Disneyland Paris, le haut des tours est réduit de 20 à 30%, ce qui donne l'impression que le château s'étire jusqu'au ciel. En Floride, les vitraux supérieurs font à peine la moitié de la taille des vitraux accessibles au sol. À Hong Kong, les nouvelles tours ajoutées sur l'ancien château utilisent 3 niveaux de réduction pour donner l'impression d'un château multiplié en hauteur. La perspective forcée est la magie la plus discrète mais aussi la plus essentielle de Disney. Les châteaux Disney ne sont presque jamais faits de pierre. Pourquoi ? Parce que la pierre est trop lourde, trop coûteuse, trop difficile à modifier, trop sensible au climat. À la place, les Imagineers utilisent du béton sculpté peint, de la fibre de verre, du plâtre haute densité, du bois traité pour imiter la pierre, de la résine composite. Et le résultat est plus beau que le réel. Plus propre, plus net, plus scintillant, plus photographique, plus durable. À Disneyland Paris, une intention folle a été portée aux textures. Les pierres semblent sorties d'un manuscrit enluminé, les joints entre les blocs ont volontairement été exagérés pour provoquer le style gothique flamboyant, mais sans lourdeur. À Hong Kong, chaque tourelle est une sculpture unique. À Shanghai, le château utilise des panneaux décoratifs modulables, un château évolutif pensé pour durer au moins un siècle. Derrière la magie, la mécanique. Un château Disney n'est pas creux. Il abrite salle de spectacle, boutiques, restaurants, escaliers techniques, conduits électriques, système de pyrotechnie, ascenseur interne, loge pour les performeurs, espace d'entretien. Le château de Shanghai comporte même un ride complet Once Upon a Time Adventure. Celui de Paris abrite un dragon animatronique unique au monde dans une grotte scénographiée comme un film. Celui de Floride contient un restaurant à table luxueux, Cinderella Royal Stable. Le château est un décor, mais c'est aussi un bâtiment fonctionnel intensément complexe. Les châteaux Disney ne sont jamais gris, car le gris appartient au réel. Les châteaux Disney sont roses, bleus, dorés, lavande, ivoire, turquoise. Pourquoi ? Parce que les Imagineers savent que les couleurs déclenchent des émotions positives. Le rose, la douceur, le bleu, la magie, l'or, le merveilleux, le blanc, la pureté, le violet, la féerie. À Disneyland Paris, le rose chaud du château a été choisi pour contraster avec le ciel souvent gris d'Île-de-France. À Anaheim, le pastel doux évoquait la Californie optimiste des années 50. À Hong Kong, les couleurs des tours rendent hommage à différentes princesses. À Shanghai, la palette est plus saturée, adaptée aux préférences visuelles du public chinois. La couleur n'est jamais cosmétique, elle est narrative. Le jour, un château Disney est une sculpture, la nuit, c'est une lanterne. Tous les châteaux sont conçus pour vivre dans la lumière nocturne. Projection mapping, LEDs invisibles, illumination dynamique, reflets maîtrisés. La nuit, le château devient un personnage. À Disneyland Paris, le mapping du spectacle nocturne utilise toute la surface du château avec une précision millimétrique transformant la pierre virtuelle en océan, en forêt, en vitrail animé. À Shanghai, les tours sont rétroéclairées de l'intérieur pour créer un effet translucide unique. Un château Disney n'a pas de façade nocturne, il a une seconde vie. An Imagineers résume: le jour, le château est le cœur du parc, la nuit, il en est l'âme. Tout autour du château, les Imagineers construisent une dramaturgie silencieuse. Main Street mène à lui comme un climax.
Les jardins renforcent sa présence, les ponts et cours d'eau guident le regard, les parades l'utilisent comme toile de fond, les feux d'artifice en font le centre cosmique du parc. Chaque élément du parc a été pensé pour converger vers cette architecture centrale. C'est une mise en scène permanente. Même immobile, un château Disney raconte quelque chose. Parce que chaque parc Disney a une identité culturelle propre. En Californie, le château devait être modeste pour convenir à un public de 1955. En Floride, il devait être grand pour représenter le rêve américain. À Tokyo, il devait être fidèle à l'esprit Disney car le public japonais vénère le modèle classique. À Paris, il devait surpasser tous les vrais châteaux d'Europe. À Hong Kong, il devait renaître et inventer son identité. À Shanghai, il devait être universel, monumental et inclusif. Un château Disney n'est pas juste une icône, c'est un message à l'échelle d'un continent. Nous savons d'où vient le château Disney, nous savons comment il se construit, comment il s'illumine, comment il trompe le regard, comment il joue avec les émotions. Mais rien ne vaut le voyage. Un tour du monde, royaume après royaume, pour découvrir 6 châteaux, 6 visions du rêve, 6 manières de dire bienvenue dans un autre univers. Levez les yeux, le grand dossier commence maintenant. Il existe des monuments qui prennent des siècles à devenir des symboles, des cathédrales qu'on admire après plusieurs générations, des palais qui traversent des dynasties, des châteaux réels qui doivent leur aura à l'histoire, à la guerre, à la légende, au sang ou au roi qui y ont dormi. Et puis il existe un château qui n'a eu besoin que d'un seul souffle. Un château qui, en quelques jours de dessin, en quelques mois de construction, en quelques minutes après l'ouverture du parc, est devenu le symbole mondial du rêve. Un château qui n'a jamais été réel, jamais défendu par des murailles, jamais habité par un roi, jamais assiégé, jamais rénové par un souverain, et pourtant sans doute le château le plus reconnu sur Terre. Ce château-là est né en 1955, et il ne venait pas du passé, il venait de Walt Disney. Pour comprendre son importance, il faut imaginer une époque sans Disneyland, sans Walt Disney World, sans Tokyo, sans Paris, sans Shanghai, sans Hong Kong. Une époque où l'idée même d'un parc à thème n'existe pas. Une époque où les États-Unis sortent de la guerre, trouvent un nouveau souffle et où Walt, créateur de films, rêve d'un lieu où les familles pourraient vivre dans l'imaginaire plutôt qu'en dehors. Et dans ce rêve, un château apparaît. Un château qui serait le phare du royaume, le point de repère visuel, la promesse de la magie, le cœur du parc. Un château qui devait comprendre une mission impossible, être réel sans l'être, être médiéval sans l'être, être gigantesque sans l'être, être majestueux sans être intimidant. Il devait raconter « Ici, un conte commence ». L'idée de Walt n'est pas de reproduire un château européen. C'est là que tout commence. Pour lui, copier la réalité ne sert à rien. Les visiteurs connaissent déjà les châteaux réels, du moins en images. Walt voulait une image mentale, une projection de l'inconscient collectif, un château à la fois familier et impossible. Quelque chose qui ressemble au conte mais pas à un pays, quelque chose qui semble ancien mais pas historique, quelque chose qui semble réel mais pas construit par la main de l'homme. Herb Ryman, le dessinateur convoqué d'urgence un week-end entier, comprend parfaitement cette injonction. Il cherche à produire une synthèse. La douceur des contes français, la verticalité bavaroise, la poésie anglaise, le romantisme allemand, la silhouette aérienne des enluminures médiévales. Mais il ajoute quelque chose qu'aucun château réel ne possède. La bienveillance. Le château originel ne doit jamais paraître menaçant. Il doit accueillir, il doit rassurer, il doit apaiser, il doit parler à l'enfant avant l'adulte. Ainsi naît un château qui semble sorti d'un livre, mais pas d'un livre que l'on a lu, plutôt d'un livre que l'on aurait rêvé. Beaucoup ignorent encore la hauteur réelle du château de Disneyland, 23 mètres, que c'est minuscule comparé à tous les châteaux Disney qui suivront. Pourtant, c'était un choix stratégique et psychologique. Walt dit « Un château doit émerveiller, pas écraser ». Dans les années 1950, l'idée d'un parc d'attractions pour enfants et adultes est révolutionnaire. Il faut rassurer, il faut inviter, il faut créer un lieu où l'on se sente immédiatement le bienvenu. Le château est donc volontairement petit, presque intime. Il n'impressionne pas par sa taille, il impressionne par la grâce, par la pureté des lignes, par la cohérence esthétique, par la magie implicite. Le château d'Anaheim inaugure ainsi une règle fondamentale. La beauté ne se mesure pas en mètres, mais en émotions. Une règle que Disneyland Paris poussera plus tard à son sommet.
On dit souvent que le château originel est inspiré de Neuschwanstein. Oui, il y a du Neuschwanstein, mais il y a aussi du Pierrefonds dans les tours rondes, du Moyen-Âge français dans les toits d'ardoise stylisés, de l'architecture normande dans les proportions, du gothique anglais dans les arcs, des enluminures dans les couleurs, et surtout il y a Disney dans les lignes. Car Disney simplifie toujours. Il est pur, il enlève les détails historiques pour ne garder que la poésie. Le château originel n'a pas de défense, pas de traces de guerre, pas de mur épais, pas d'histoire de sang, pas de blessures. C'est un château qui n'a jamais souffert, un château qui n'a jamais vu la violence, un château qui a été construit pour émerveiller. Il ne ressemble donc à aucun château réel, mais il ressemble à tous les châteaux rêvés. C'est ici que la magie Imagineering commence réellement. Pour agrandir un château minuscule, les Imagineers créent une illusion parfaite, la perspective forcée. Le principe, chaque étage supérieur est plus petit que l'étage inférieur. Chaque fenêtre plus haute est plus petite, chaque tour se resserre plus vite qu'une tourelle réelle, chaque tuile devient plus fine en montant. Résultat, l'œil croit que le château mesure 40 mètres alors qu'il en fait 23. C'est une illusion douce, invisible, élégante. Une illusion qui deviendra l'un des outils les plus importants de Disney Parks dans toute son histoire. À Anaheim, la perspective forcée est si parfaite qu'on la sent sans jamais la voir. Elle ne crie pas, elle murmure. Elle transforme un bâtiment modeste en icône mondiale. Le château originel n'est pas seulement un monument, il est une structure narrative pensée comme une scène. Walt Disney et Herb Ryman réfléchirent à son positionnement comme on place un acteur sur scène. Il devait fermer la perspective de Main Street, attirer le visiteur, servir de pivot visuel, introduire la transition vers Fantasyland, être vu de partout, donner l'impression d'une histoire qui commence. Le château n'est pas au centre d'un parc par hasard, il est au centre du récit. C'est la première page du livre et les attractions derrière sont les chapitres. Le château originel invente ce que l'on appelle aujourd'hui l'urbanisme narratif, un parc où la géographie raconte une histoire. Walt voulait que l'on puisse entrer dans son château, toucher les murs, regarder par les fenêtres, vivre l'histoire. Ainsi naît le premier walkthrough d'un château, Sleeping Beauty's Castle Walkthrough. Un parcours intérieur qui utilise des dioramas, des perspectives peintes, des vitraux animés, des jeux de lumière, des miniatures. C'est humble, c'est artisanal, c'est magique. Et c'est l'un des premiers exemples d'attraction Disney qui raconte un conte non pas par le film, mais par un espace. On marche, on observe, on lit la lumière, le château devient un livre. Le château originel n'avait aucune raison d'être un phénomène mondial. Il était petit, il n'était pas réaliste, il ne venait de nulle part, il n'avait pas de racines historiques et pourtant, il est devenu le symbole. Pourquoi ? Parce qu'il a incarné une idée pure. La magie est un lieu et ce lieu existe, il suffit d'y entrer. Ce château-là a influencé le logo animé de Disney, la communication de la compagnie, les parcs du monde entier, la culture populaire globale. Il est devenu plus reconnaissable que la Tour Eiffel pour certains enfants américains, plus universel qu'un château réel. Ce château n'est pas le plus grand, il n'est pas le plus cher, il n'est pas le plus complexe, mais il est celui qui a changé le monde. Parce qu'il est la preuve que la poésie suffit. Que la douceur peut émouvoir plus qu'un monument gigantesque, qu'un bâtiment de 23 mètres peut devenir un mythe mondial, qu'une aquarelle d'Herb Ryman peut façonner les rêves de millions de personnes, qu'un château sans histoire peut devenir la porte d'entrée d'une histoire infinie, qu'un symbole suffit à transformer un parc d'attractions en royaume. Le château originel de Disneyland n'est pas seulement le premier. Il est la mer, l'étincelle, la matrice, la clé de voûte. Sans lui, rien de ce qui suivra n'aurait existé. Et comme tous les grands symboles, il porte un message. On peut commencer petit et devenir immense dans le cœur des gens. Quittons maintenant la douceur pastel de la Californie pour entrer dans la démesure américaine. Là où le château ne veut plus seulement émerveiller mais impressionner, là où la verticalité devient majesté, là où la grandeur devient symbolique, à Orlando et Tokyo, Cendrillon étend ses ailes bleues sur le ciel, préparez-vous, le rêve gagne en hauteur.
Lorsque Disneyland ouvre en 1955, le château originel est un sourire pastel. Une promesse douce, un rêve d'enfant posé au cœur d'un parc encore jeune, fragile, expérimental. Mais 15 ans plus tard, en 1971, Walt Disney World ouvre ses portes en Floride. Et cette fois, l'ambition n'est plus la même. Le territoire n'est plus une poignée d'hectares proche d'un quartier résidentiel, c'est un royaume, un territoire immense, une superficie délirante destinée à accueillir non pas un parc, mais une vision à long terme. Pour un royaume, il faut un château, mais pas n'importe lequel. Un château digne de l'ampleur du projet. Un château qui ne serait plus le reflet pastel d'une aquarelle de conte, mais la cathédrale du rêve américain. C'est ainsi qu'est né le château de Cendrillon, le deuxième château Disney, celui qui marque le passage de l'enfance à l'imaginaire adulte, du symbole au monument, de la poésie délicate à la splendeur majestueuse. Le château de Disneyland en Californie mesure 23 mètres. Celui de Walt Disney World mesurera 57 mètres. Plus du double. Non pas par caprice, mais par nécessité. Le Magic Kingdom est beaucoup plus vaste que Disneyland et son axe principal, Main Street, est donc plus long. Le château doit donc dominer, régner, couronner la perspective, devenir visible de très loin. Il doit symboliser un rêve plus grand, plus ample, plus ambitieux que celui de Disneyland. Il doit être le cœur palpitant d'un parc qui accueille des dizaines de milliers de visiteurs par jour. Le château de Cendrillon n'est plus un sourire, c'est une déclaration, une affirmation. Il annonce « Ceci n'est plus un conte modeste, ceci est un royaume ». Pour le second château Disney, il faut choisir une héroïne. Blanche-Neige, déjà utilisée, Aurore, associée à Disneyland, Cendrillon s'impose alors naturellement. Elle représente l'ascension, la métamorphose, la victoire de la bonté, le rêve réalisé, la magie qui transcende la réalité. Surtout, l'imagerie de Cendrillon est profondément architecturale. La robe bleue, l'escalier, la salle de bal, la tour de l'horloge. Autant de symboles qui traduisent naturellement un château majestueux. Contrairement à l'idée répandue, le château de Cendrillon n'est pas un pastiche d'un seul monument européen. C'est une symphonie architecturale inspirée de dizaines de références. Les châteaux du Val-de-Loire, Chambord, Chenonceau, Azay-le-Rideau pour les toitures élégantes et les façades harmonieuses, Pierrefonds pour la monumentalité française, les châteaux allemands pour les tours fines et hautes, les palais italiens pour la symétrie centrale, l'architecture gothique anglaise pour certaines arches, et des détails baroques dans les ornements. Mais surtout, il est plus beau que n'importe quel château réel car il n'a pas à respecter les contraintes du vrai. Chaque élément est amplifié, purifié, idéalisé. Disney ne copie jamais l'histoire, il la sublime. Un Imagineer résume ainsi. Le château de Cendrillon n'est pas un château historique. C'est l'histoire telle que nous aurions aimé qu'elle soit. 57 mètres, ce n'est plus un château, c'est un point cardinal du parc visible depuis Tomorrowland, Frontierland, Adventureland, Fantasyland, le Hub, les hôtels, les bateaux du lac. Mais malgré sa taille colossale, il reste harmonieux. Pourquoi ? Grâce aux 3 règles d'or Disney. La première, la perspective forcée comme pour Disneyland mais en version géante, fenêtres qui se réduisent en montant, briques peintes plus petites en hauteur, tours fines au sommet, contraste lumineux qui amplifie la verticularité. La seconde, la palette chromatique apaisante. Les bleus doux, très doux, les gris argentés, les touches d'or ne saturent pas l'œil, ils donnent au château un aspect serein, presque céleste. On ne voit pas un monument, on voit un rêve. Et enfin, 3, les lignes ascendantes. Chaque courbe, chaque toit, chaque fenêtre semble tirer vers le ciel. Le château est conçu pour donner l'impression de flotter. Le résultat, un château immense mais jamais écrasant, il émerveille sans intimider, il impressionne sans effrayer, il appelle le visiteur au lieu de le dominer. Le château de Cendrillon est avant tout conçu pour le spectacle. Chaque élément architectural est pensé pour capter la lumière. Les toitures réfléchissent le soleil, les tourelles créent des ombres verticales parfaites, les façades prennent des teintes dorées au coucher du soleil. La nuit devient une scène vivante pour les feux d'artifice. Le château est la toile de fond de la parade, le château est la scène centrale du show nocturne, le château est l'axe du parc. À Disneyland Paris, le spectacle nocturne magnifiera encore davantage cette idée, mais c'est en Floride que le château devient pour la première fois un écran géant pour la magie.
Contrairement au château originel, celui de Walt Disney World est un vrai bâtiment. Il contient un restaurant luxueux, une suite secrète où très peu d'invités dorment, des mosaïques murales monumentales, des salles techniques, des couloirs, la base des feux d'artifice. La mosaïque centrale de l'entrée réalisée par Dorothea Redmond est l'une des œuvres d'art les plus raffinées des parcs Disney. Plus d'1 million de tesselles, de vraies feuilles d'or 24 carats, du verre de Venise teinté, des incrustations d'argent, c'est un palais à la fois réel et imaginaire. Tokyo Disneyland, en 1983, reçoit un château quasi identique mais perfectionné. Les Imagineers y améliorent la résistance structurelle due au séisme dans la région, la qualité des matériaux, la finition des façades, la luminosité des toitures, la durabilité des couleurs. Il ajoute également une attraction intérieure exclusive, Cinderella Fairy Tales Hall, un World Tour somptueux. Tokyo propose ainsi la version la plus raffinée du château de Cendrillon. Pour de nombreux fans, le château de Tokyo est le Cendrillon définitif. Là où Orlando propose la grandeur, Tokyo propose la pureté architecturale. Pourquoi ce château est-il devenu l'un des plus aimés au monde ? Parce qu'il représente le rêve de manière majestueuse mais toujours accessible. Parce qu'il incarne la transformation, le thème central de Cendrillon. Parce qu'il dit aux visiteurs « toi aussi tu peux devenir quelque chose de plus grand ». Il est romantique, triomphal, élégant, rassurant, universel. C'est la version royale du rêve Disney. Le château originel était le rêve d'un enfant, le château de Cendrillon est le rêve d'un adulte. Nous avons vu le château de la douceur, puis le château de la grandeur, mais maintenant nous allons découvrir le château de la beauté. Celui que les fans, les architectes, les Imagineers eux-mêmes considèrent comme le plus élégant, le plus poétique, le plus abouti. Le château qui n'est pas seulement un symbole, mais une œuvre d'art. Le château de la Belle au Bois dormant à Disneyland Paris nous attend. Il existe des châteaux Disney, et puis il existe le château Disney. Celui que tous les autres admirent, que les fans considèrent comme le plus élégant, que les Imagineers citent comme la synthèse parfaite de l'imaginaire européen et de la poésie Disney. Celui qui en 1992 a imposé une nouvelle règle. Un château n'est pas forcément une copie ni une amplification, mais il peut être une création artistique à part entière. Le château de Disneyland Paris n'est pas seulement beau, il n'est pas seulement photogénique, il n'est pas seulement royal, il est vivant, peint, sculpté, rêvé, illuminé de l'intérieur. Il est à la fois un décor, une œuvre d'art, un conte, un tableau, un monument, une musique visuelle. C'est l'un des plus grands accomplissements de Tony Baxter et de Walt Disney Imagineering. Mais pourquoi ce château, parmi tous les châteaux Disney du monde, est-il considéré comme le meilleur ? Pour répondre à cette question, il faut comprendre le contexte, l'audace, l'intelligence culturelle, l'extrême soin du détail et la poésie qui l'ont façonné. Quand Disney s'apprête à ouvrir un parc en Europe, l'équipe fait face à un défi unique. Comment émerveiller un public qui vit entouré de châteaux réels ? En Californie, les visiteurs n'avaient pas l'habitude des châteaux médiévaux. En Floride, l'imagerie européenne est exotique. Au Japon, les contes de fées occidentaux ont une aura mythologique. Mais en France, en Allemagne, en Suisse, en Autriche, l'Europe regorge de châteaux authentiques, vieux de plusieurs siècles. Si Disney construit un château comme celui de Floride, les visiteurs se diront « Oui, c'est joli, mais nous avons Chambord, Chenonceau, Pierson, Neuschwanstein. » Il fallait donc faire quelque chose de radicalement nouveau. Pas un château qui copie l'histoire, pas un château qui rivalise avec elle, un château qui raconte l'histoire, un château qui s'abreuve de l'imaginaire européen sans jamais l'imiter. Tony Baxter dira « Nous ne pouvions pas faire un château historique en Europe, nous devions faire un château fantastique. » La première décision artistique tient en un mot, enluminure. Les très riches heures du duc de Berry, l'un des plus célèbres manuscrits illuminés du Moyen-Âge français, devient la base esthétique du projet. Pourquoi ? Parce qu'elle représente un Moyen-Âge fantasmé, coloré, poétique et stylisé. Exactement ce que Disney cherche. Une nature arrondie, des arbres taillés en forme géométrique, des tourelles élégantes, des toits colorés, une atmosphère irréelle. Le château de Disneyland Paris sera donc un conte de fées médiéval selon les artistes du XVe siècle, pas selon les architectes du XVe siècle. C'est une nuance capitale. Le château n'est pas historique, il est artistique.
Le château de Paris n'est pas énorme, il mesure 50 mètres, mais il paraît immense grâce à son élégance. Les lignes sont verticales mais douces, les tours sont nombreuses mais harmonieuses, les proportions sont parfaites, rien n'écrase, rien ne choque, rien ne pèse. Chaque élément est travaillé pour provoquer un sentiment de merveille. Quelques détails clés, le rose chaud des murs adapté au ciel gris européen, les toits bleutés inspirés de la tradition française, les flèches dorées qui captent la lumière comme des bijoux, les vitraux dessinés par un maître verrier anglais, les colonnes fines presque végétales, les courbes organiques inspirées de l'Art nouveau. Le château de Paris est une rencontre entre le gothique flamboyant, l'architecture de conte, l'art médiéval, l'esthétique Disney, la finesse européenne. C'est un mariage impossible qui devient parfaitement naturel. Les arbres sculptés en blocs géométriques autour du château sont souvent mentionnés comme un détail étrange. En réalité, c'est une idée brillante. Cela vient directement des enluminures françaises où la nature n'est jamais représentée de manière réaliste. Les arbres y sont stylisés, presque abstraits. En les intégrant directement dans un parc, Disney crée une connexion immédiate au conte, une rupture avec la nature réelle, une atmosphère illustrative, un tableau vivant. Le château devient alors une aquarelle en 3 dimensions. À l'intérieur, le château accueille une exposition unique, la galerie de la Belle au bois dormant. Les vitraux sont réalisés par Paul Chapman, maître verrier britannique. Il raconte comme un livre de lumière le conte d'Aurore. Chaque vitrail utilise du verre soufflé à la bouche, des techniques traditionnelles, de l'or, des pigments rares, un style gothique flamboyant revisité. Ce château n'est pas seulement un décor, c'est une cathédrale du rêve. Aucun autre château Disney n'abrite un animatronique aussi impressionnant que celui-ci, le dragon de la tanière du château. Un animatronique gigantesque qui respire, grogne, ouvre les yeux, bouge la tête. L'atmosphère est unique. Roches humides, lumière verte, vapeur, son caverneux. Cette grotte transforme le château en créature vivante. Le dragon n'est pas une attraction, c'est un secret, un trésor, un cadeau pour les visiteurs attentifs. Tony Baxter dira « En Europe, les châteaux ont des dragons, alors nous en avons mis un ». Pourquoi le château de Paris est considéré comme le meilleur ? Parce qu'il est le plus artistique, parce qu'il est le plus poétique, parce qu'il est le plus pensé, parce qu'il est le plus détaillé, parce qu'il surprend même ceux qui connaissent les vrais châteaux, parce qu'il raconte une histoire sans une seule parole, parce qu'il intègre une grotte, une galerie, un dragon, une vue sur le land, des vitraux, un jardin, une silhouette parfaite, parce qu'il est une œuvre d'architecture interprétative, pas un décor. Ce château ne cherche pas à être réaliste, il cherche à être idéal et il le réussit. Et c'est pour cela que la majorité des fans à travers le monde disent que Disneyland Paris possède le plus beau château Disney jamais construit. Après l'exubérance poétique de Paris, direction Hong Kong, où la magie a pris une autre forme. Un château qui renaît, un château multiple, un château qui rend hommage à 13 héroïnes Disney. Un château qui transforme un échec architectural en chef-d'œuvre symbolique. Voici l'histoire d'une métamorphose, le Castle of Magical Dreams. Il y a des châteaux qui naissent d'un dessin, il y en a qui naissent d'un conte, d'autres naissent d'une ambition. Mais il existe un château dans le monde Disney qui lui est né d'un aveu. Un château qui a dû reconnaître qu'il n'était pas à la hauteur. Un château qui a dû se transformer pour exister réellement. Ce château, c'est celui de Hong Kong Disneyland. Une architecture qui, en 2005, naît dans l'ombre trop longue du château d'Anaheim et qui, 15 ans plus tard, renaît littéralement de ses propres pierres pour devenir l'une des créations les plus originales et les plus symboliques de l'histoire des parcs Disney, Castle of Magical Dreams. C'est une histoire unique dans l'univers Disney. Jamais auparavant un château n'avait été reconstruit, modifié, transformé, réinventé, tout en conservant sa base d'origine. Jamais un château n'avait été pensé non comme un hommage à une héroïne, mais à 13. Jamais un château n'avait porté une idée aussi puissante, la diversité du rêve Disney. Lorsque Hong Kong Disneyland ouvre en 2005, il reprend presque à l'identique le château de la Belle au bois dormant de Disneyland en Californie. À l'époque, cela semble logique. Le parc est petit, le budget limité, le public asiatique n'a pas encore été exposé à l'offre Disney comme aujourd'hui.
Mais le problème apparaît immédiatement. Le château est trop petit, trop simple, trop familier. Les visiteurs locaux habitués aux grands monuments impériaux asiatiques trouvent ce château fade. De plus, les fans internationaux le comparent au château parisien, au château floridien, au château de Tokyo. Hong Kong n'a pas de singularité, pas d'âme propre, pas de silhouette distinctive. Pour un parc Disney, c'est un défi existentiel. Un parc peut survivre sans un e-ticket spectaculaire, mais jamais sans un château fort. En 2016, Disney annonce une nouvelle ambitieuse. Le château de Hong Kong sera entièrement transformé. Mais la transformation se fera sur la structure existante. Pas de démolition, pas de reconstruction, une métamorphose, un acte jamais réalisé auparavant. Techniquement, c'est un cauchemar, symboliquement, c'est un poème. On garde la base, on ajoute 13 nouvelles tours, on crée une nouvelle façade, on fait passer un château de 23 mètres à une silhouette digne des grands châteaux Disney sans fermer le parc. C'est une chirurgie architecturale lourde, mais comme toujours chez Disney, la magie se cache dans les détails. Disney n'a pas choisi de dédier le château à une seule princesse. Ce n'est ni le château d'Aurore, ni celui de Cendrillon, ni celui de Blanche-Neige. Il sera le château de toutes les princesses Disney et plus encore des héroïnes au sens large. 13 tours, 13 inspirations. Vaiana, Mulan, Blanche-Neige, Belle, Tiana, Aurore, Cendrillon, Jasmine, Réponse, Mérida, Elsa, Anna, Ariel. Chaque tour possède sa couleur, sa silhouette, son motif, sa symbolique, son blason, son couronnement architectural. Ce château ne célèbre pas une histoire, il célèbre toutes les histoires. Il ne propose pas une vision du rêve, il propose la diversité des rêves. C'est le château le plus inclusif jamais conçu par Disney. Un imagineur dira « Pour la première fois, chaque enfant qui visite un parc Disney peut dire « Ce château, c'est un peu le mien ». Contrairement au château précédent, inspiré principalement de l'Europe médiévale ou renaissante, Castle of Magical Dreams se veut un château global. Il emprunte à la Chine, à l'Europe, au baroque, au gothique, au romantisme, à l'architecture de palais, au conte moderne. C'est un château-monde, un château qui ne peut appartenir à aucun pays car il emprunte à tous. Un château littéralement impossible dans le réel et précisément pour cela absolument parfait pour Disney. Ces tours se succèdent comme une collection d'histoires, une tour nacrée rappelant Ariel et les profondeurs marines, une tour florale inspirée de Tiana, une tour orientale évoquant Jasmine, une tour nordique ornée de flocons pour Elsa, une tour au reflet mauve inspirée de Réponse, une tour cuivrée plus robuste inspirée de Mulan. Ce château n'a pas d'unité stylistique classique, il a une unité émotionnelle, celle du rêve Disney moderne. Rehausser un château sans détruire sa base implique renforcer les fondations, ajouter des colonnes internes, reconstruire le squelette, intégrer de nouveaux réseaux électriques, installer des milliers de LED invisibles, modifier l'esthétique sans toucher aux structures portantes d'origine. Le chantier est un casse-tête architectural, mais les Imagineers transforment la contrainte en opportunité. Le château obtient une solidité exceptionnelle, une longévité accrue, une capacité d'accueil d'événements, une complexité lumineuse unique. Cette métamorphose est célébrée comme l'une des plus belles démonstrations du savoir-faire Disney. Transformer sans casser, rêver sans reconstruire, élever sans effacer. Castle of Magical Dreams atteint sa pleine puissance à la nuit tombée grâce à un éclairage LED dynamique, une programmation lumineuse pour chaque tour, un mapping vidéo intégré, des transitions chromatiques fluides, une palette conçue pour le climat de Hong Kong. La nuit, ce château respire, il change de couleur comme s'il changeait d'humeur. Chaque héroïne influence sa lumière. La façade peut devenir aquatique, florale, lunaire, flamboyante, hivernale, royale. C'est un château vivant. Le château de Paris est un chef-d'œuvre artistique, celui de Cendrillon est un chef-d'œuvre de grandeur, mais Castle of Magical Dreams est un chef-d'œuvre symbolique. Il représente la diversité des cultures, la multiplicité des récits, l'évolution du rôle des héroïnes, l'inclusion, l'universalité des visiteurs, un monde Disney plus riche, plus ouvert, plus mondial. Il marque une époque, l'époque où Disney reconnaît que le rêve appartient à tous, pas seulement aux princesses caucasiennes des années 1950. Pourquoi ce château est un tournant ?
Parce qu'il est la preuve que les châteaux Disney peuvent évoluer, ils peuvent changer d'identité, ils peuvent grandir avec le public, ils peuvent représenter plusieurs histoires à la fois, ils peuvent devenir des symboles culturels contemporains. Castle of Magical Dreams n'est pas un simple château, c'est un manifeste, la déclaration que Disney ne regarde plus seulement vers le passé, mais vers le monde d'aujourd'hui. Après la renaissance de Hong Kong, il est temps de rencontrer le géant, le plus grand, le plus vaste, le plus ambitieux, le château qui ne représente pas une princesse, mais tout, un palais colossal où l'on peut dîner, marcher, jouer, explorer. Voici Enchanted Storybook Castle. Le château de Disneyland était un murmure pastel, celui de Cendrillon une déclaration royale, celui de Paris une œuvre d'art, celui de Hong Kong une renaissance symbolique, mais celui de Shanghai Disneyland est autre chose. C'est un manifeste architectural, un Paris pharaonique, une cathédrale du storytelling, un palais qui ne se contente pas d'être vu, il doit être exploré, habité, traversé, vécu. Enchanted Storybook Castle n'est pas un château, c'est une ville miniature, un sanctuaire, une montagne, une scène, un restaurant, une attraction, une galerie, un jardin, un écrin pour les contes du monde entier. Il est le château le plus grand jamais construit par Disney, le plus haut, le plus large, le plus massif, le plus complexe, le plus narratif et paradoxalement le plus universel. Pour la première fois depuis 1955, Disney décide de créer un château qui ne sera associé à aucune princesse en particulier. Il ne sera pas le château d'Aurore, ni celui de Cendrillon, ni celui de Belle, ni celui de Blanche-Neige. Il doit être le château de toutes les princesses Disney, de tous les contes, de toutes les histoires. Pourquoi ? Parce que Shanghai Disneyland est pensé comme un parc pour un public qui n'a pas grandi avec les classiques Disney, un parc où l'héritage doit être présenté d'un bloc, un parc qui introduit Disney à une nouvelle génération chinoise. Il fallait donc un château qui soit un musée vivant de l'imaginaire Disney, un monument culturel, une synthèse du rêve. Et c'est précisément ce qu'est Enchanted Storybook Castle, un château polyphonique, collectif, universel. Les autres châteaux Disney ont tous une identité culturelle. La Californie, le romantisme bavarois. En Floride et à Tokyo, la Renaissance française. À Paris, les enluminures médiévales françaises. À Hong Kong, le mélange global. Mais Shanghai. Shanghai n'a pas d'ADN européen. Il ne doit pas flatter un imaginaire occidental. Il doit créer son propre mythe. Les Imagineers conçoivent alors un château qui mélange l'architecture de palais chinois, le baroque européen, des éléments gothiques, de la fantaisie Disney, des arcs orientalisants, des couleurs royales, des textures florales, des motifs abstraits. C'est un château qui refuse l'étiquette, un château jamais vu ailleurs. Il est si vaste qu'il semble avoir plusieurs couches historiques, comme si différentes civilisations l'avaient agrandi au fil des siècles d'un royaume imaginaire. Il est le seul château Disney à posséder une silhouette asymétrique, une base monumentale, une grande variété de langages architecturaux, une monumentalité assumée, une verticalité non européenne. Enchanted Storybook Castle est le plus haut, 61 mètres, dépassant Walt Disney World, le plus large, le plus profond, le plus massif. Ce n'est pas simplement un château, c'est un bâtiment complet comprenant plusieurs expériences simultanées. Il abrite un restaurant, Royal Banquet Hall, une boutique, une attraction entière, Once Upon a Time Adventure, une scène, des jardins intérieurs, une galerie, des coursives, des salles techniques, des escaliers majestueux, des plateformes de spectacle, des fontaines, une paire d'ascenseurs, des systèmes de mapping parmi les plus complexes au monde. C'est un château vivant conçu pour accueillir du mouvement, des foules, des performances. Pour la première fois, un château Disney propose une expérience culinaire digne d'un palais royal. Le Royal Banquet Hall utilise du mobilier sculpté, des fresques murales, des vitraux géants, des plafonds peints, des colonnes massives, un service inspiré de la noblesse européenne et asiatique. Les visiteurs ne regardent pas un château, ils vivent dans le château, ils mangent dans ses salles, ils s'approprient l'espace, ils deviennent habitants de ce royaume fantasy. Aucun autre château Disney ne contient un rail de cette ampleur.
Once Upon a Time Adventure est une attraction en walkthrough scénarisée autour du conte de Blanche-Neige. Le visiteur traverse des salles successives, une forêt enchantée, la maison des 7 nains, le laboratoire de la reine, une scène animée par le miroir magique, un duel entre magie et lumière. Les effets sont modernes, les illusions réinventées. C'est une attraction immersive, narrative, esthétique, pensée pour être un prolongement organique du château. Le château n'est plus un décor, il est un personnage, on voyage dans ses veines. Le château s'étend vers l'extérieur avec des jardins terrassés inspirés des palais européens et asiatiques. Ces jardins participent à plusieurs fonctions: étendre l'espace visuel, créer des zones d'ombre adaptées au climat, intégrer des jeux d'eau qui reflètent le château, offrir des lieux photographiques parfaits, préparer l'œil au gigantisme avant d'entrer. C'est l'un des rares châteaux Disney qui se vit aussi bien dehors qu'à l'intérieur. La nuit, Enchanted Storybook Castle, c'est une machine à rêve. Son spectacle nocturne utilise une surface immense, une profondeur architecturale exceptionnelle, des tours multiples comme écran, des plateformes intégrées pour les performeurs, des jeux de transparence optique rares. C'est le château le plus cinématographique de tous. Le mapping le transforme littéralement en océan, forêt, ciel étoilé, montagne, pages de livres, vitrail animé, tour de magie. C'est une scène géante, un théâtre de lumière, un rêve déplié devant les visiteurs. Pourquoi ce château est un tournant conceptuel? Parce qu'il change la fonction du château Disney. Jusqu'ici, un château était principalement un symbole, un repère, un décor, un élément esthétique. Avec Shanghai, un château devient une attraction, un espace d'expérience, un palais exploratif, une cité imaginaire, un lieu narratif complet. C'est le château où l'on vit une histoire, pas seulement où on la regarde, pas seulement où on la photographie, pas seulement où elle commence, mais où elle se déroule. C'est le château le plus ambitieux jamais construit par Disney, un sommet de l'imagineering moderne, une synthèse de tout ce que Disney a appris en 70 ans d'architecture du rêve. Nous avons traversé la Californie, la Floride, Tokyo, Paris, Hong Kong et Shanghai. Nous avons observé des palais pastels, des cathédrales de lumière, d'aragon, des fraises, des grottes, des jardins, des tours orientales, des salons royaux et des salles enchantées. Il est temps maintenant de comprendre quelque chose de plus profond. Pourquoi ces châteaux nous touchent-ils autant ? Pourquoi leur simple silhouette suffit-elle à provoquer l'émotion? Pourquoi un château est-il le cœur de chaque parc Disney? La réponse se trouve dans la psychologie, dans la mythologie, dans les contes et dans nos propres rêves. Les châteaux Disney émerveillent parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils sont photogéniques, parce qu'ils sont massifs, gracieux, poétiques, détaillés. Mais si l'on s'arrêtait là, on passerait à côté du cœur de la question. La vérité est simple, les châteaux Disney ne nous touchent pas pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils représentent. Ils sont les monuments visibles d'une architecture invisible, celle de notre imaginaire. Les châteaux parlent non seulement à notre regard, mais à notre mémoire, à notre enfance, à nos contes, à nos archétypes les plus profonds. Un château Disney n'est pas de la pierre, ni du bois, ni de la résine. C'est un miroir. Pour comprendre la puissance de ce symbole, il faut explorer 3 dimensions. La psychologique, ce que le château active dans notre inconscient. La mythologie, le rôle du château dans les récits humains. L'émotion, pourquoi il nous rassure, nous élève, nous transforme. L'architecte Christopher Alexander expliquait que certaines formes architecturales touchent instinctivement l'humain indépendamment de son âge ou de sa culture. Le château est l'une d'elles. Pourquoi ? Parce qu'il hérite d'un sens primitif. Le château protège. Pendant des siècles, le château était un refuge, une forteresse, un abri contre la nuit, un rempart contre le danger. Même s'ils n'ont jamais été assiégés, même s'ils n'ont pas d'histoire militaire, les châteaux Disney héritent de cet imaginaire. Dès qu'on les voit, quelque chose en nous murmure « Ici, tu es en sécurité, ici, tu peux rêver sans être menacé ». Psychologiquement, c'est un geste puissant. Les parcs Disney sont lieux d'émotion, mais pour que l'émotion fonctionne, il faut d'abord que le visiteur se sente protégé. Le château, même s'il n'a aucune fonction défensive, symbolise ce refuge intérieur.
Un château s'élève, il monte, il pointe vers le ciel. C'est une architecture verticale et cette verticalité parle à quelque chose de plus profond, le désir humain d'élévation. On monte vers le rêve, on monte vers le destin, on monte vers la lumière, on monte vers quelque chose de plus grand que soi. Chez Disney, cette idée est centrale. Le château d'Anaheim élève l'enfance, celui de Floride élève la royauté, celui de Paris élève l'art, celui de Shanghai élève l'universel. La verticalité du château met en scène l'idée que l'individu peut s'élever émotionnellement, moralement, imaginativement. Il n'y a pas de château Disney sans un désir d'ascension intérieure. Dans la structure des contes, le château joue un rôle clé. Il est le lieu où commence la transformation. On quitte le monde ordinaire et on rentre dans la royauté enchantée. Walt Disney a compris cela mieux que personne. Il le dit dès 1955. Le château n'est pas le centre du parc, c'est la porte du rêve. Le château n'est donc pas seulement beau, il est le seuil narratif, il est la frontière, il marque la transition psychologique entre le quotidien et l'extraordinaire, la réalité et le conte, l'adulte et l'enfant. C'est pourquoi on place toujours un château au bout de Main Street, là où l'on traverse symboliquement un portail invisible. Dans la pensée collective, le château est une version mythifiée de la maison, plus grande, plus noble, plus belle, plus sûre, plus lumineuse. C'est la maison idéale, celle que l'enfant dessine sans la connaître. Quand un enfant rêve d'une maison de princesse, il ne rêve pas d'un pavillon moderne, il rêve d'un château. Le château Disney incarne cette idée archétypale. Walt disait « Chaque enfant mérite de sentir que le monde peut être un endroit magnifique ». Le château est cette maison magnifique, il incarne l'espoir d'un foyer parfait, un lieu où tout va bien, où le mal n'existe pas. Carl Jung, célèbre psychanalyste, affirmait que le château est la représentation symbolique de l'âme humaine. Les pièces intérieures symbolisent les parties de soi, les tours représentent les aspirations, les portes symbolisent les choix, les fenêtres symbolisent les perceptions, la hauteur symbolise l'idéal. Dans un parc Disney, même si cette symbolique n'est jamais explicitée, elle fonctionne inconsciemment. On se sent bien près d'un château parce que sa structure correspond métaphoriquement à notre structure intérieure. Le château est la cartographie de nos émotions. Le château est omniprésent dans les contes. Blanche-Neige, Cendrillon, La Belle au bois dormant, La Belle et la Bête, Réponse et tant d'autres. Il est associé à la magie, l'amour, la métamorphose, la défaite du mal, la lumière, la renaissance. Chaque château Disney, quelle que soit sa forme, porte en lui cet héritage symbolique. Même sans le savoir, le visiteur reconnaît ses codes. Le château parle directement à la mémoire ancestrale du conte. Il y a des moments étranges dans un parc Disney, des visiteurs pleurent en voyant le château. Pas parce qu'ils sont tristes, pas parce qu'ils ont un souvenir particulier, pas parce qu'ils vivent quelque chose de précis, ils pleurent parce que le château synthétise tout ce qu'ils ont vécu, aimé, rêvé, oublié. C'est une catharsis douce, une émotion pure, un relâchement, un instant où le cerveau comprend « je suis dans un lieu qui représente ce que j'aime le plus profondément ». Les châteaux Disney provoquent cette réaction parce qu'ils sont construits pour ça. Ils activent des symboles universels, ils parlent au cœur avant la tête. Pourquoi le château est le cœur des parcs Disney ? Parce que le château structure le récit, incarne le rêve, protège l'enfant, rassure l'adulte, élève le regard, symbolise le passage, reflète l'âme, raconte une histoire sans parole, appartient à l'universel. Un parc Disney ne peut pas exister sans son château. Il serait un parc d'attractions. Avec un château, il devient alors un royaume. Nous avons exploré les châteaux un à un, pierre par pierre, tour par tour. Nous avons traversé la douceur d'Anaheim, la grandeur d'Orlando, la fidélité de Tokyo, la poésie de Paris, la renaissance de Hong Kong, l'ambition titanesque de Shanghai. Mais au-delà de ces pierres et de ces toits, ce que nous avons vraiment exploré, c'est nous-mêmes. Il est temps maintenant de rassembler tous ces éléments, de comprendre ce que ces châteaux racontent de l'imaginaire Disney et de notre propre cœur.
Nous avons parcouru le monde, nous avons traversé des royaumes qui n'existaient pas mais qui nous habitent pourtant depuis l'enfance, nous avons levé les yeux vers des tours pastel en Californie, puis vers un palais immense en Floride, nous avons arpenté les coursives d'un château japonais, admiré les vitraux gothiques d'un château français, senti la renaissance d'un château hongkongais et enfin traversé les halls d'un géant architectural en Chine. Pourtant, malgré leurs différences, une vérité demeure. Tous ces châteaux racontent la même histoire. Pas celle d'une princesse, pas celle d'un royaume imaginaire, pas celle de Disney lui-même, non, celle de l'être humain qui rêve. Les châteaux Disney ne sont pas des monuments historiques ni des copies du réel. Ils sont les miroirs d'une aspiration intime, l'envie d'être protégé, l'envie de s'élever, l'envie de croire en quelque chose de plus beau que le monde qui nous entoure. Il ne défie pas la logique architecturale, il la transcende. Il ne célèbre pas des puissances royales, il célèbre l'imagination. Il ne représente pas des victoires militaires, il représente des victoires intérieures. C'est pour cela qu'un visiteur, qu'il vienne de Tokyo, de Paris, de Séoul, d'Orlando, de Londres, de Casablanca ou de Santiago, ressent la même chose en les voyant. Un apaisement profond mélangé à une émotion difficile à nommer. Les châteaux Disney n'ont aucune histoire réelle et c'est précisément ce qui leur permet d'accueillir toutes nos histoires. Le château de Disneyland Californie nous montre la douceur du rêve. Il n'a pas besoin d'être grand pour être immense dans le cœur. Le château de Cendrillon en Floride et son frère japonais nous rappellent la puissance du rêve américain, ce désir d'élévation, de transformation, de grandeur. Le château de Paris nous prouve qu'on peut réinterpréter l'histoire pour en faire de l'art pur, une œuvre unique, poétique, raffinée, émouvante. Le château de Hong Kong nous révèle que le rêve peut évoluer, qu'un château peut renaître, se transformer, s'ouvrir à la diversité des héroïnes et des mondes. Le château de Shanghai, enfin, nous montre l'avenir. Un château universel, immense, qui contient à lui seul les princesses de toutes les histoires, de toutes les générations. Et au-dessus de tout cela, il y a la vision fondatrice, Walt Disney. L'homme qui a compris que le château n'est pas là pour être réaliste, il est là pour être vrai. Vrai dans le cœur, vrai dans l'imaginaire, vrai dans ce qu'il promet à chacun. Il disait « Quand nous construisons un château, nous construisons une promesse, celle que la magie est réelle, au moins ici. » Chaque visiteur qui passe sous une arche, qui franchit un pont-levis et qui se tient au pied d'une tour, qui regarde une flèche dorée s'illuminer au soleil, vit cette promesse. Le château n'est pas un décor, il est un totem émotionnel, une boussole intérieure, un repère universel. Il est le cœur battant des parcs Disney parce qu'il est le cœur battant de notre imagination. On vient pour les attractions, les spectacles, les rencontres, mais on revient pour le château. Car au fond, les châteaux Disney ne sont pas construits pour représenter des royaumes. Ils sont construits pour représenter le nôtre, celui que nous portons en nous. Le royaume où l'on a envie d'être heureux, le royaume où l'on croit encore à la bonté, le royaume où l'on aime sans peur, le royaume où l'enfance ne disparaît jamais, le royaume où on lève les yeux et où, un instant, tout devient possible. Et c'est pour cela que 40, 50, 70 ans après leur création, les châteaux Disney continuent de nous toucher. Parce qu'ils ne parlent pas du passé, ils parlent de l'avenir que nous rêvions enfants. Ils parlent de nous, de ce que nous avons été, de ce que nous sommes encore malgré tout. Les châteaux Disney ne sont pas des monuments. Ce sont des prières en pierre, des prières adressées à l'imagination. Et tant que les parcs existeront, ces prières continueront de résonner dans le cœur des visiteurs. Maintenant que nous avons traversé ces royaumes de pierre, que nous avons compris les symboles, les illusions et les émotions, il est temps de refermer ce voyage. Dans un instant, je vous partagerai mon regard personnel sur les châteaux Disney, ceux qui m'ont marqué, ceux qui m'ont façonné et celui qui pour moi porte la flamme la plus pure du rêve. Chers auditeurs, nous avons traversé des continents entiers, suivi les lignes de toit, observé les reflets dorés du matin sur les pierres enchantées. Nous sommes montés jusqu'aux flèches bleues nuit de Cendrillon, nous avons contemplé la grâce parisienne, entendu les rires renaissants du château hongkongais, ressenti la puissance monumentale de Shanghai. Mais plus nous avançons, plus une vérité s'impose. Les châteaux Disney ne sont pas là pour représenter des royaumes imaginaires. Ils sont là pour représenter un morceau de nous-mêmes.
Chaque château raconte un rêve différent, celui de Californie murmure la douceur, celui de Floride chante la grandeur, celui de Tokyo répète le classique parfait, celui de Paris peint la poésie médiévale, celui de Hong Kong illumine la diversité, celui de Shanghai affirme l'universalité. Et pourtant, il en est un qui, silencieusement, se tient un peu à part. Un château qui n'a pas la hauteur des autres, ni leur complexité, ni leur monumentalité. Un château qui, pourtant, continue, presque 70 ans après, de provoquer une émotion que les autres ne pourront jamais vraiment reproduire. Ce château, c'est celui de Disneyland en Californie. Le tout premier, le château de Walt. Il est modeste, pastel, délicat, il ne cherche pas à impressionner, il ne cherche pas à dominer, il ne cherche pas à rivaliser avec les palais d'Europe. Il cherche simplement à être sincère. Et c'est précisément pour cela qu'il touche autant. C'est celui que Walt lui-même a rêvé, dessiné, validé, protégé, foulé, traversé. C'est celui qu'il a vu marcher en costume clair au milieu des ouvriers du chantier, celui devant lequel il s'est arrêté pour dire « c'est ici que commence notre histoire ». C'est celui qu'il a contemplé lors de l'inauguration de 1955, ému et silencieux, alors que des milliers de visiteurs découvraient pour la première fois qu'un rêve pouvait devenir une architecture réelle. Parmi tous les châteaux Disney du monde, c'est ce premier château, humble et lumineux, qui reste mon préféré. Celui que je choisis non pour sa taille, non pour sa sophistication, non pour ses dorures ou ses vitraux, mais pour son authenticité, pour la trace qu'il porte, pour l'empreinte que l'homme qui l'a imaginé a laissée. Parce qu'il est le château de Walt, parce qu'il est la source, parce qu'il est l'étincelle, parce qu'il est le rêve initial, celui qui a donné naissance à tous les autres. À sa manière, ce petit château aux tours bleues est le plus grand de tous. Non pas par ses maîtres, mais par son héritage. Chaque fois que les visiteurs le traversent, ils marchent dans les pas de Walt Disney. Ils entrent dans le royaume par la même porte que lui. Et quelque part, entre les pierres pastel et les toits d'ardoise fantaisie, il reste un murmure. Souviens-toi, tout a commencé ici. Les châteaux Disney sont des architectures de lumière, de souvenirs, de symboles. Ils grandissent avec nous, changent avec les époques, réinventent le rêve, mais gardent toujours la même fonction. Celle de nous rappeler que le monde peut être beau, que l'imagination peut être un refuge, et que la magie existe, au moins dans ces lieux d'enchantement. Alors, la prochaine fois que vous vous avancerez sur Main Street, que vous leverez les yeux vers une tour, une flèche, un vitrail, un drapeau flottant au vent, souvenez-vous que derrière cette silhouette se trouve bien plus que la résine ou du béton sculpté. Il y a un rêve, un héritage, il y a une promesse. Les châteaux Disney ne sont pas des bâtiments, ce sont des cœurs qui battent, et tant qu'ils se dresseront dans la lumière du matin, le rêve continuera. Merci d'avoir traversé ce royaume avec moi. À très bientôt dans Sparkverse, là où l'imagination ne cesse jamais de construire de nouveaux châteaux.